Bonjour, nous continuons aujourd'hui notre parcours du théâtre de la Renaissance. Nous avions vu comment la Renaissance réinvente le théâtre à partir de références à l'Antiquité, mais aussi à partir des spectacles donc, et d'une réaction par rapport au spectacle du théâtre populaire légué par le Moyen Âge. Donc, nous avions fini par la reconstitution du lieu théâtral en Italie et nous allons maintenant aller voir du côté de la France, de l'Angleterre et de l'Espagne ce qui s'est passé dans cette période d'ébullition théâtrale. Donc, pour ce qui est des tragédies et comédies humanistes en France, donc, les différents modèles italiens, donc le théâtre académique d'un côté, le théâtre de cour et le théâtre fermé comme lieu spécial, vont se diffuser en Europe, mais au contact de diverses survivances de la théâtralité médiévale, elles vont donner lieu à différentes hybridations. Dans chaque endroit, ça va être un peu une histoire un peu différente. En France, symptomatiquement, l'interdiction des mystères, qu'on a déjà évoquée en 1548, va être suivie d'une double promotion du théâtre de cour. En 1553, le jeune Étienne Jodelle, donc de la Pléiade, âgé de 20 ans, donne devant le roi Henri II et la cour sa tragédie humaniste Cléopâtre captive et sa comédie humaniste L'Eugène. Donc, c'est vraiment une journée importante pour l'histoire du théâtre français. Nous avons donc dans la même journée une sorte de double bill, pour reprendre le terme utilisé dans le cinéma, mais donc une double session avec ces deux versants, donc du théâtre humaniste, le tragique et le comique. Tiré de la vie d'Antoine de Plutarque, la première est une longue déploration en 5 actes qui introduit l'alexandrin au théâtre, ce qui va rester d'ailleurs jusqu'à la bataille d'Hernani, donc le célèbre moment donc romantique autour de la pièce de Victor Hugo du même nom au début du 19e siècle. Ce sont donc la déploration comme dans le chœur tragique grec, donc entrecoupé d'interventions donc le dialogue un peu entre le chœur qui sont constitués par les femmes d'Alexandrie et les personnages principaux qui, sur le modèle antique, vient tirer les conclusions morales que doit inspirer le drame de Cléopâtre, prisonnière d'une passion qui l'aliène et l'amène à sa perte. Un prologue en vers résume le passage qui a fourni le scénario, puis l'ombre d'Antoine, personnage protatique, prédit le suicide de Cléopâtre. Celle-ci, dès son entrée en scène, déclare son intention de se tuer et mentionne l'appel que lui a adressé en rêve son amant mort. C'est tous des éléments qu'on retrouve chez Sénèque. Donc, l'idée qu'on connaît déjà l'issue, puisque c'est une issue tirée de l'histoire ou de la mythologie, dans ce cas-ci de l'histoire, et qui est déjà résumée au début. Donc, le suspense pour ce qui est de la diégèse, donc pour savoir ce qui va arriver, il est transformé en spectacle de la certitude du malheur qui va s'abattre sur le personnage tragique. Et donc, l'attitude du spectateur qui sait déjà ce qui va lui arriver crée donc un autre type de rapport et l'intérêt dramatique, il est déplacé sur la confrontation au destin, plus que dans le fait de vouloir suivre des péripéties dont on ne connaît pas l'issue. Après cela, et donc d'autres éléments de Sénèque, c'est les rêves, les esprits, tout ça, et l'aspect rhétorique de la déploration, de la lamentation. Après cela, tout ce qui tiendrait lieu de péripéties, les délibérations des vainqueurs romains à l'acte 2, le débat entre Cléopâtre et Octave
qui veut la ramener captive à Rome et comme d'évaluer par avance. La pièce n'est que la liturgie d'un suicide, nous dit-on, en réplique à un suicide antérieur et au désastre qu'il a provoqué. Et l'orchestre se geste soit directement par déploration, soit indirectement en montrant les vaines ruses destinées à l'empêcher, de manière à privilégier par-delà les vicissitudes de l'histoire ou l'évaluation des fautes et des responsabilités, le face-à-face de l'héroïne avec la mort. Donc, c'est quelque chose de très statique, de très solennel et écrit dans une langue extrêmement élevée. L'annonce préalable a pour effet de concentrer l'éclairage sur l'acte essentiel au détriment de son contexte anecdotique. Ce n'est pas la curiosité du spectateur qui est sollicitée, mais ses capacités de réflexion ou d'émerveillement horrifié. La même austérité cantonne les personnages dans leur rôle prescrit, conforme aux traits que leur assigne l'histoire ou la légende, selon le précepte d'Horace. La part des débats antérieurs, hésitation et changement d'attitude en est réduite. Il serait vain de projeter sur ces personnages la psychologie classique. Le théâtre de la Renaissance se passe des accessoires de la mimesis parce qu'il vise à exhiber une situation, un geste, un désastre, comme à l'état pur, sans concession. Donc c'est vraiment, on ne peut pas juger, et c'est ce qui est arrivé longtemps avec la critique. On s'est très peu intéressé à cette partie du répertoire français. D'ailleurs, comparativement peu représentée comparée aux tragédies de l'âge classique, donc de la deuxième partie du XVIIe siècle, qui vont suivre. Mais c'est aussi parce qu'on a voulu le mesurer par rapport à ça. Sans se rendre compte que c'était autre chose et que c'était vraiment, on ne peut pas essayer de calquer les codes du caractère qui va devenir très important à l'âge classique, par exemple. Et ici, c'est quelque chose c'est une autre poétique qu'il faut comprendre en tant que telle. Cette conception de la théâtralité est confirmée par l'emploi constant du chœur, marque spécifique par laquelle la tragédie humaniste a voulu se définir. Et là, c'était vraiment un côté renaissance révivaliste, des imitations totales des tragédies grecques anciennes. Ces paroles, détachées du contexte par leur prosodie lyrique, peut-être salmodiées et accompagnées de musique, sont toujours décalées par rapport aux gestes et propos des personnages. Commentaires moraux ou déplorations, elles les désignent comme objets de spectacle, placés sous le regard de la collectivité qui les confronte avec ses propres valeurs. Il faut penser presque plus à ce que va devenir l'opéra, en fait, parce que l'opéra va naître en Italie de justement cette tragédie déclamatoire, très rhétorique, qui cherche aussi une musicalité de la langue et où l'action est extrêmement réduite. Donc, on a déjà un peu les bases de ce que deviendra l'opéra. Donc, c'est intéressant de le situer un peu dans cette lignée-là. Et ça, c'est vraiment le type du théâtre érudit, académique, académiciste de l'époque. Intermédiaire entre les protagonistes et les spectateurs, le chœur stylise l'action des uns et ritualise les réactions des autres. Donc, c'est encore une fois, on est plus près de quelque chose. La tragédie grecque, on le sait, il y avait un côté cérémonial et il y avait un côté religieux et sacré. Et au fond, la Renaissance, elle essaye de restituer un peu cela dans un contexte qui est devenu, par la force des choses, profane, puisque c'est un univers qui ne correspond plus au Dieu de la chrétienté. Donc, on le voit avec un regard très décalé, l'univers de cette antiquité rituelle. Par ailleurs, le mouvement est à tout moment paralysé par le tour sentencieux que prennent les répliques. L'éloquence se met au service du didactisme moralisant dont s'encombrent trop souvent les œuvres des humanistes. Et on sent que ce n'est pas du tout des gens de théâtre au sens de ce que sera Shakespeare, de ce que sera Lope de Vega, etc. Donc ici, ce n'est pas du tout des gens qui appartiennent à l'univers des troupes, des acteurs, et de la mise en scène, etc. C'est vraiment des lettrés et qui écrivent du théâtre comme ils écrivent
des correspondances, comme ils écrivent des traités philosophiques ou comme ils écrivent de la poésie. Les origines scolaires du genre y contribuaient, plus encore la solennité requise par la fonction idéologique que revendiquait le nouveau théâtre. Célébrer la gloire des détenteurs de l'autorité, les mettre en garde contre les coups de la fortune et contre les fautes qui les y exposeraient, mesurer les limites des grandeurs humaines et les transfigurations dont elles sont susceptibles. Et le fait que c'était un théâtre de cour, que ce soit dans les petites cours princières de l'Italie ou dans la grande cour de France, comme c'est le cas de la représentation de Cléopâtre captive, on est vraiment dans cette idée d'un spectacle réservé aux élites, maintenant on dirait le 1%, donc vraiment réservé à la petite clique de l'élite dominante et, euh, et justement une volonté de se situer aux antipodes des spectacles populaires. Une telle vocation, et donc se centrer sur des sujets qui sont aussi ceux des élites dominantes, donc la question du pouvoir, etc. Une telle vocation exigeait, croyait-on, un langage d'apparat assorti au cérémonial grandiloquent de la cour et de l'aristocratie urbaine, destinataire du spectacle. On pourra ainsi reconnaître dans la tragédie humaniste une sorte de liturgie profane de la parole et du geste, empreinte d'un hiératisme qui en marque la gravité. Et c'est aussi la limite pour la réception ultérieure, c'est que c'est un genre tel qu'il est exprimé dans les textes de Jodl ou dans certaines tragédies humanistes italiennes, c'est vraiment trop scolaire, trop académique, trop érudit, trop peu vivant pour le théâtre tel qu'on va l'entendre par la suite. Et donc, c'est un peu comme un stade euh, de l'histoire du théâtre qui, comme je l'ai dit, aura peut-être plus de répercussions du côté de l'opéra. Alors, pour ce qui est d'Eugène, donc, la comédie, Jodl reprenait les codes de la comédie humaniste italienne contre la tradition de la farce médiévale. Donc là, c'était, même si évidemment, la comédie, c'est le genre, et que le genre comique a pu trouver des évolutions autant populaires que savantes. Le fait est que Jodl et les Italiens essayent de retrouver le sens originaire de de la comédie de Terence et de Plot, donc avec une visée moralisatrice, philosophique, etc., qui est très différente de la farce. Et aussi avec un langage beaucoup plus soutenu. La farce, elle était plus du côté du théâtre corporel. D'ailleurs, la farce va devenir en Italie au même moment la commedia dell'arte, donc qui va vraiment pousser loin le côté slapstick, burlesque, physique du comique, alors que là, on est dans un comique beaucoup plus intellectuel, qui joue beaucoup plus sur les ambiguïtés, les jeux de mots, etc. etc. Donc, tout en inventant une sorte d'humour acide, resté assez rare sur la scène française, nous dit Tournon. Et dans un sens, l'Eugène de Jodl euh, est, euh, est resté un peu plus, résonne mieux que sa tragédie avec un public contemporain. Eugène, abbé galant, entretient Alix qu'il a mariée au complaisant Guillaume, donc selon un schéma très classique qu'on retrouve chez Boccace, etc. Sa tranquillité est troublée par Florimond, un autre amant d'Alix, revenu de guerre. Menaces, querelles, coups, jusqu'à ce qu'Eugène s'avise d'offrir les faveurs d'Hélène, sa sœur, à Florimond. L'arrangement convient à chacun et à chacune, et tout finit dans la bonne humeur. Donc le typique quiproquo, le triangle amoureux qui se résout à la fin par un happy end de comédie. Il ne s'agit que de célébrer le plaisir sans scrupule ni masque, avec tant de gaieté que les thèmes satiriques,
les ecclésiastiques débauchés, les femmes faciles, etc., paraissent n'être que prétexte à un jeu où tout moralisme serait déplacé. Et là, on sent que dans la comédie, il y a la volonté de se défaire. Donc, c'est quand même la base aussi de la comédie, c'est de subvertir, mettre entre parenthèses, questionner, jouer avec les tabous, les interdits, souligner aussi les travers, donc c'est la satire, souligner les travers d'une société, notamment dans les décalages de son hypocrisie entre ce qu'elle affirme et ce qu'elle fait réellement, ce qu'elle dit chérir et comment elle se comporte dans la réalité. L'idéal et le réel, et ces décalages-là font partie donc de toute l'histoire de la comédie. Et on retrouve d'ailleurs donc Jodl, qui était un poète de la Pléiade aussi, dans la comédie, on retrouve un côté qui est plaisant aussi dans une certaine veine satirique et comique de la poésie de la Pléiade. Pour fêter la première représentation et baptiser la naissance ou renaissance du théâtre à l'antique en France, en fait, il s'agit d'une naissance puisque le théâtre à l'antique en France n'existait pas comme tel. Jodl et ses amis de la Pléiade se rendent à Arcueil, où ils procèdent à une cérémonie bacchique à l'imitation des rites païens lus dans les livres et vus dans les innombrables reprises picturales du cortège de Bacchus, qui, sous le nom de pompe du bouc, leur attirera les foudres des dévots et des ennemis des ronsardistes. Donc c'est un petit événement fondationnel de ce groupe de jeunes gens qui s'appellera la Pléiade. Et c'est justement avec la représentation de Jodl que la Pléiade fait un peu son acte de naissance fondateur avec cette fête typiquement renaissante, c'est-à-dire c'est la volonté de dire, bon, on a fait renaître le théâtre, on associait le théâtre grec à Dionysos et aux fêtes donc, de ce que les latins, eux, appellent Bacchus, et donc cette sorte de soirée de fête pour fêter le triomphe à la cour de leur ami Jodl, prend vraiment la forme d'une renaissance d'un type de festivité ancien, et ça va créer un peu un mythe. Alors vous avez ici le texte assez savoureux d'Étienne Pasquier qui, qui raconte donc comment ça s'est passé. Assez ont ouï parler du voyage d'Ercueil, comme une infinité de jeunesse adonnée à faire la cour aux muses, se mit en débauche honnête. Ils firent le banquet par ordre où l'élite des beaux esprits d'alors étoile, et principalement afin de contribuer à l'éjouissance qu'ils avaient de ce que Jodl avait gagné l'honneur et le prix de la tragédie, ou pour mieux folâtrer, ils enjolivèrent des barbeaux de coquelicots de couques lourdes, un bouc rencontré dans le village par hasard, lequel les uns au-dessus des autres mènèrent de force par la corne et le présentèrent dans la salle, riant à gorge ouverte, puis on le chassa. Donc voilà un peu le côté un peu potache de ces jeunes qui inaugure un peu aussi le type de cérémonie, performance que reprendront par la suite tous les mouvements jeunes, esthétiques, allant des romantiques jusqu'au punk, etc., etc. Donc là, on voit, il y a un côté aussi de la sous-culture juvénile et culture de la fête, mais qui ici prend ses résonances totalement antiques de tout ce qu'ils avaient lu, ces jeunes totalement fascinés par la culture ancienne. Par la suite, la tragédie humaniste va connaître une certaine effervescence au fil de tragédies bien réelles et horrifiques des guerres de religion, dont elle se fera parfois directement écho. Ainsi, Chantelouve va faire de Coligny un émissaire de l'enfer dans sa tragédie éponyme, donc du même nom, Coligny, tandis que Matthieu déplore dans la Guisiade l'assassinat des chefs de la Ligue. Donc, plusieurs écrivains vont se mettre à faire des tragédies qui vont raconter des tragédies de leur temps, comme l'assassinat du duc de Guise. Ou bien en évoquant à travers des parallélismes évidents dans des pièces de propagande tirées de la Bible qui rappellent
aux contemporains que les événements qu'ils vivent ont leur modèle et leur sens dans le récit sacré. Donc, ça va donner lieu à toute une déclinaison de tragédies euh, à l'antique, mais sur un thème biblique et en même temps en résonance avec les événements contemporains. Donc ça va créer comme tout un sous-genre de la tragédie française de la Renaissance. Toutefois, peu appréciée à la cour en raison de sa gravité, même la cour trouvait que c'était un peu ennuyeux, elle ne s'imposera pas dans les villes, faute d'édifices appropriés, dit-on. Il n'y a pas en France à ce moment-là de lieu consacré vraiment au théâtre et de troupes professionnelles, faute surtout d'un public assez lettré pour apprécier son trop savant langage. Et aussi parce que ça n'a rien à voir avec le théâtre populaire, et c'est ça l'échec un peu de la tragédie de la Renaissance française. Et ce ne sera qu'un siècle plus tard, à l'âge classique, euh, que, euh, que le public, qu'il va y avoir une rencontre entre la tragédie française et le public. Indice significatif, il semble qu'après 1580, des tragédies aient été représentées en version abrégée et amputées de leur cœur. Et justement, c'est ça le chemin qu'il va falloir suivre, c'est arrêter l'imitation servile de la tragédie grecque, qu'on pouvait d'ailleurs mal se représenter comment ça s'était passé dans les fêtes. Et on continue encore aujourd'hui à se poser la question de comment étaient représentées les pièces grecques, etc. Mais en tout cas, le contexte sacré, cérémonial dans lequel étaient ces tragédies grecques d'Euripide, de Sophocle et, 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 et Échille, ce n'est plus du tout le même contexte. Et donc, il va falloir vraiment se départir de tout ce côté très érudit, artificielle et tout ça. Et là, la tragédie va pouvoir renaître. D'ailleurs, sous l'influence du théâtre espagnol, beaucoup, et un peu du théâtre anglais. Et, et ça va être un peu une autre étape de l'histoire du théâtre. C'était les dénaturés. En ne retenant que les parties dramatiques, ce genre d'innovation atteste une mutation profonde de la conception du spectacle théâtral. Et c'est vraiment le tournant spectaculaire qui va être la source en France comme ailleurs du renouveau et de la véritable renaissance du théâtre. Mais pas justement, pour illustrer bien le paradoxe de la Renaissance, ce ne sera pas par le retour à l'antique, par l'imitation pure, comme avait voulu le faire la tragédie humaniste, mais ce sera par le fait de vraiment réinventer complètement le genre. Et donc, le théâtre réellement vivant de la Renaissance européenne sera un théâtre encore plus important peut-être que le théâtre de l'Antiquité et un théâtre ouvert à toutes les métamorphoses et à tous les changements. Le public désormais s'intéresse à l'action et à ses péripéties plutôt qu'à ses résonances. Donc, justement, pas du tout le fait de savoir que Cléopâtre va se suicider et qu'elle est captive et qu'elle se lamente, mais au contraire, chercher la surprise, le suspense, tout ce qui était beaucoup plus du côté du spectacle populaire, en fait. Il apprécie donc le public dans la tragicomédie, donc le terme introduit par Fernando de Rojas, une série d'événements surprenants, enchaînés comme dans les romans, auxquels le plus souvent va être emprunté le scénario de la pièce. Et donc, Garnier va prendre celui de sa Bradamante, prototype du genre, en 81, dans les chants 44 à 46 du Roland Furieux de l'Arioste. La nature du dénouement, presque toujours heureux, importe moins que les voies enchevêtrées par lesquelles on y accède. Les obstacles sont provisoires, les conflits peuvent s'apaiser avec l'aide des rois ou des dieux. Le théâtre devient le lieu du fortuit et non plus de l'inéluctable. Au rationalisme renaissant se substitue, au moment des pires troubles civils, une philosophie de la fortune, ou plutôt de l'incertain, qui semble faire éclater pour un temps les cadres dramatiques que les travaux de la Pléiade paraissaient avoir solidement fixés. Et donc là, ici, vous avez justement l'épisode de Bradamante, qui est donc ce personnage de guerrière qui est très important dans l'Arioste, dans le Roland Furieux de l'Arioste. Et vous avez ici deux illustrations, donc celle de Tempesta et celle de Nicolas Dell'Abate, et qui montrent l'intérêt aussi en peinture
pour ces figures qui étaient vraiment des mythes contemporains donc de la Renaissance. Donc, c'est là que naît ce qu'on appellera la tragédie irrégulière aussi. Donc, irrégulière parce qu'elle n'est pas conforme aux règles classiques et c'est vraiment une mutation euh, qui va rapprocher la tragédie du public populaire. Et ce n'est qu'au au siècle classique que la tragédie va revenir à ses formes classiques, mais en renouant, comme j'avais dit, avec un public qui était déjà passé par la tragédie irrégulière. Donc la tragédie dite irrégulière, qui est étalée dans le temps, donc qui ne se conforme pas à la loi de l'unité du temps, ni l'unité du lieu souvent, ni l'unité d'action, multiplie les épisodes sanglants, souvent représentés sur scène, ce qui va être interdit par la suite par la scène classique. On ne pourra pas voir des actes de violence, mais dans la tragédie irrégulière de la fin du XVIe, oui. Ressorti à la même esthétique quasi-romanesque de la tragicomédie. Au lieu de poser un problème, ces deux genres racontent une histoire, nous dit Morel. Au lieu de concentrer l'attention sur un fait unique qui défie la raison et motive questions et déplorations, les nouveaux dramaturges procèdent par accumulation, donc meurtre ou suicide collectif, vengeance en série, et ils cherchent l'intensité tragique dans la gradation de l'horreur. Dans la première de ses pièces macabres, L'Orbec-Oronte de Dumonin, 85, le tyran, père de l'héroïne, fait supplicier le mari et les deux enfants de sa fille, puis présente leur tête coupée à celle-ci qui, désespérée, le poignarde et se tue. C'est un tournant très important qu'on va trouver autant en Angleterre avec la tragédie espagnole de Thomas Kyd, etc. Le terrible Titus Andronicus de Shakespeare, qui est son premier, probablement sa première pièce. Et on va la trouver aussi en Espagne avec les tragédies de la première Renaissance. Et donc, dans ces nouvelles formules qui sont aux antipodes du théâtre humaniste érudit, on sentait en fait l'influence des deux autres dramaturgies qui avaient pris des voies résolument originales et populaires, la Comedia Nueva espagnole et le théâtre élisabétain anglais, donc de la reine Élisabeth. Donc, selon Pignard, la tragédie espagnole de Kyd, jouée à Londres en 87, inaugure le grand siècle du théâtre occidental. Les valeurs de culture issues de l'humanisme et de la réforme, puis de la contre-réforme, ce n'est plus l'Italie politiquement affaiblie, ce n'est pas non plus la France, trop longtemps déchirée par les guerres de religion qui les porteront, mais l'Espagne et l'Angleterre, deux empires alors en pleine expansion. Dans chaque cas, la fusion des théâtralités médiévales et humanistes ont créé un théâtre radicalement nouveau, synthèse originale des cultures populaires et savantes de leur temps. Et c'est ça vraiment qui va faire la richesse et l'originalité autant du théâtre anglais que du théâtre espagnol de l'époque. Ainsi, en Angleterre, le legs spectaculaire des Miracle Plays, donc actes de piété auxquels le peuple entier d'une ville ou d'une province prend part avec ferveur, qui se rapprochent des mystères, et des Morality Plays, qui dramatisent les difficultés du salut de l'homme, champ de bataille où les forces du mal montent à l'assaut de la citadelle de l'âme pour la ravir à Dieu. Donc ces deux influences du théâtre liturgique médiéval vont se concilier avec l'apport du théâtre érudit, radicalement séduit par les œuvres de Sénèque et la naissance d'un véritable théâtre commercial, mené par des entrepreneurs de talent au diapason du capitalisme naissant, générateur d'une première ébauche de société de consommation. Le terme est employé par Lisa Jardine dans Worldly Goods. Donc, il y a vraiment une transformation multiple. C'est que d'un côté, on se nourrit à la fois de Sénèque et de l'Antiquité, des drames liturgiques populaires, et on crée une vraie industrie culturelle du théâtre commercial, donc où les gens payent pour aller voir des spectacles et où il faut du coup tenir compte de ce que Jauss, dans l'esthétique de la réception, appelle, donc dans la théorie de l'esthétique de la réception, appelle
l'horizon d'attente. Donc, il faut tenir compte de ce que le public aime parce que c'est une entreprise capitaliste et on ne peut pas leur montrer des trucs que si le public n'aime pas, c'est un fiasco. Donc, il faut chercher le succès, il faut chercher la popularité auprès d'un public de plus en plus étendu. Donc, ça va être carrément quelque chose de très différent à ce qui se passait dans la tragédie humaniste des cercles qui dépendaient tout simplement d'un mécène et de plaire un mécène et ça clique et ça court. Là, c'est complètement autre chose. Contrairement à la France et l'Italie, ces traditions vont donc fusionner, se nourrissant l'une et l'autre selon un processus de fertilisation croisée, donc de cross-fertilization. Donc, les éléments vont chacun nourrir les uns et les autres. De ce creuset naîtra ce que l'on nomme le théâtre élisabétain, aussi appelé, donc, au-delà de la référence au règne d'Élisabeth I, première, le English Renaissance Theatre, porté par la révolution dramatique introduite par les University Wits sur la scène commerciale. Alors ça, c'est vraiment un phénomène très important qu'on remarquera aussi en Espagne. Les University Wits, donc les esprits universitaires, désignent un groupe d'écrivains, de dramaturges, de conteurs et de pamphlétaires qui sont issus des universités. Alors, les universités existaient depuis le Moyen Âge. Mais ce qui change, premièrement, c'est que l'université se fait écho de la révolution culturelle de la Renaissance avec l'apparition des humanistes. Donc, un débat à l'intérieur, au sein des universités, entre les partisans de la vieille culture scolastique et les tenants de la nouvelle révolution humaniste. Donc, ça, c'est une nouvelle génération d'étudiants qui est au contact pour la première fois avec le grec ancien, avec l'hébreu, mais aussi avec des nouvelles traductions des auteurs antiques, avec l'imprimerie, donc des étudiants qui se retrouvent à avoir des livres chez eux et plusieurs livres, comme ce sera le cas de Shakespeare et d'autres, qui citent quantité d'auteurs. Donc une vraie bibliothèque privée. Donc toute une révolution de la formation et de l'outillage mental des universitaires. Donc ça, c'est une génération d'universitaires qui vont mettre leur culture au service de l'art populaire du théâtre au lieu de se faire prêtre ou professeur. Et donc ça, c'est vraiment le grand tournant qui explique que tout à coup, on a des gens comme Christopher Marlowe qui auraient pu devenir justement des professeurs humanistes ou des intellectuels de cours, etc., et qui choisissent le milieu du théâtre qui est en pleine effervescence après donc des siècles d'interdiction et d'encadrement par l'Église, etc., etc. Donc, ces intellectuels, ardemment désireux d'accroître le prestige de la poésie et de propager leurs idées, furent les protagonistes d'un théâtre d'avant-garde et donnèrent en quelque sorte au théâtre populaire ses lettres de noblesse. Et ce qu'on appelle vraiment les University Wits, en tant que groupe, c'est vraiment la première promotion. Donc Thomas Kidd, Christopher Marlowe, etc. Donc 1580 environ, 1595. Et juste après, ce sera la voie qu'ils ont ouverte, ce sera celle que vont suivre tous les autres, donc Shakespeare, John Ford, Ben Jonson, etc. etc. Donc, ayant fait, donc est une période féconde de germination qui annonce les grandes œuvres à venir. Ayant fait leurs premières armes dans le réseau théâtral académique, donc c'est là aussi, nous l'avons dit, comment la pédagogie de la Renaissance humaniste utilise le théâtre pour apprendre le latin, voire le grec, et donne lieu à quelques petites représentations dans un cadre tout à fait scolaire. Donc les grammar schools, les choir schools, les universités, notamment Oxford et Cambridge, et surtout les Inns of Court, où se réunissaient les étudiants après leur graduation. Ces auteurs s'intègrent pleinement
dans le boom commercial des théâtres londoniens. Et c'est très curieux parce qu'il y a comme ça un truc qui se crée, qui va rester en Angleterre jusqu'à nos jours, et en fait où le théâtre officiel, commercial, se nourrit des expériences du théâtre collégial qui est très riche. Par exemple, si vous pensez aux Monty Python, les Monty Python commencent justement dans leur réseau des troupes universitaires et ils se font déjà connaître dans les troupes universitaires. Ensuite, ils se font connaître dans la périphérie du système commercial, donc le fringe, avec donc un célèbre festival. Et ensuite, ça devient donc des stars dans le théâtre et puis après eux, la télé, le cinéma, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très curieux de voir que c'est déjà quelque chose qui s'établit avec la Renaissance en Angleterre. Le premier théâtre public, appelé précisément The Theatre, fut construit en 1576 dans Shoreditch, au nord de Londres, hors de l'enceinte de la cité, donc de City, qui était hostile au théâtre, par James Burbage, dont le fils Richard, comédien lui-même, compagnon de Shakespeare, joua un rôle très important dans la vie des théâtres. Et donc, quand on fait l'histoire du théâtre, il ne faut pas juste faire l'histoire des écrivains de théâtre, comme ça a été souvent le cas, mais il faut vraiment faire l'histoire du milieu du théâtre, puisque c'est vraiment, comme le cinéma, etc., c'est un art collectif en grande partie et qui dépend des conditions concrètes de sa performance. L'année suivante fut construit The Curtain, puis Newington Butts. Ce fut vers 1590 que d'autres théâtres furent construits au sud de la Tamise, toujours hors de l'enceinte de la cité. Donc la Rose, le Swan, la Fortune et surtout le Globe qui va abriter la troupe de Shakespeare à partir de 1598. Tous ces théâtres, écrit Henri Flucher, étaient bâtis sur le même modèle, une enceinte circulaire avec galeries en bois couvertes, un parterre sur lequel se projetait le plateau scénique adossé au mur du fond et qui comportait 2 ou 3 étages à divers usages théâtraux. Donc ici, vous avez la photo du Globe. Alors, si vous allez à Londres, il faut absolument que vous alliez au Globe et que vous alliez voir représenter Shakespeare dans le lieu même où il était représenté. Alors, ce n'est pas exactement le lieu même, parce que la réalité, c'est que le globe original fut détruit et qu'il a été reconstitué en 1997 à quelques mètres de où était l'emplacement original. Mais la reconstitution est un peu un prodige de reconstitution architecturale qui respecte beaucoup les coordonnées initiales. Donc, c'est un cas intéressant que vous n'êtes pas tout à fait dans le même endroit, mais vous êtes dans une sorte de simulacre, de réplique extrêmement bien faite de ce que c'était. Et c'est ce qui va vous donner un peu le feeling, le sentiment donc de participer. Puis d'ailleurs, c'est une des attractions touristiques du Londres culturel. Alors, le parterre était à ciel ouvert, comme vous l'avez vu, et ce qui était un peu une idée étrange pour l'Angleterre, où il pleut une grande partie de l'année. Mais il y avait aussi des lieux pour s'abriter, et puis la pluie n'a jamais fait peur aux Anglais. La parterre était donc à ciel ouvert, et les spectateurs debout entouraient les tréteaux des 3 côtés. Il n'y avait pas de rideau de scène ni de décor, mais seulement des accessoires, tels que trône, lit, autel, porte, arbre, nuages, étoiles, apparition de la lune ou du soleil, mufles de bêtes fauves, crânes, machines diverses et même artillerie pour les batailles. Les costumes étaient soignés et parfois somptueux pour certains acteurs. Les représentations avaient lieu avant la tombée de la nuit. Il n'y avait pas d'éclairage artificiel. Lorsque Shakespeare donc arrive à Londres à la fin des années 70, les dramaturges qui écrivent pour les nouveaux théâtres commerciaux londoniens combinent 2 courants différents de la tradition dramatique en une synthèse nouvelle et typiquement élisabéthaine, les pièces de moralité, donc les morality plays, et les drames d'origine latine, écrit Spencer. Pour Shakespeare, au moment où il commence à écrire, les 2 traditions sont vivantes. Elles sont en outre filtrées par le récent succès des University Wits sur la scène londonienne.
À la fin du XVIe siècle, la popularité de la morality et des pièces académiques s'est émoussée à mesure que la Renaissance anglaise s'installait et que des dramaturges comme Thomas Kidd et Christopher Marlowe révolutionnaient le théâtre. Leurs pièces mêlent l'ancien drame moral à la théorie classique pour produire une nouvelle forme séculaire. Le nouveau drame combine la complexité rhétorique de la pièce académique avec l'énergie paillarde des morality plays et du théâtre de farce pour ce qui est de la comédie aussi. Cependant, il était plus ambigu et complexe dans ses significations et moins concerné par la simple allégorie. Inspiré par ce nouveau style, Shakespeare a poursuivi ses stratégies artistiques, créant des pièces qui non seulement résonnaient au niveau émotionnel avec le public, mais exploraient et débattaient également les éléments fondamentaux de ce que signifie être humain. Et d'ailleurs, Harold Bloom, dans un livre récent consacré à l'auteur, l'intitule Shakespeare, The Invention of the Human, l'invention de l'humain, qui est un terme très intéressant par rapport à l'humanisme, justement, de la Renaissance. Ce que Marlowe et Kidd ont fait pour la tragédie, John Lilly et George Peele, entre autres, l'ont fait pour la comédie. Ils ont proposé des modèles de dialogue pleins d'esprit, d'actions romantiques et de lieux exotiques, souvent pastoraux. Donc, c'est une autre veine de la Renaissance dont on n'a pas eu le temps de parler, mais c'est la veine pastorale, donc les Arcadies. On redécouvre les poésies pastorales antiques, donc qui se placent dans des ambiances idylliques, champêtres, idéalisées, et qui ont constitué la base du mode comique de Shakespeare tout au long de sa carrière. Les tragédies élisabéthaines de Shakespeare, y compris les pièces historiques à motifs tragiques comme Richard II, démontrent sa relative indépendance vis-à-vis des modèles classiques. Il s'inspire beaucoup, Shakespeare, de la tragédie nationale. Il n'est pas le seul, hein. En fait, ce qui est passionnant quand on étudie Shakespeare dans le contexte de l'époque, c'est de se rendre compte à quel point, un peu comme les metteurs en scène de cinéma populaire, à quel point il était totalement sensible au succès de son époque. Et tout de suite, s'il y avait une pièce qui se passait à Rome, il écrivait, et qui avait du succès, il écrivait Jules César. S'il y avait une pièce qui se passait dans un pays, en Écosse, pendant la guerre des clans, etc., il écrit Macbeth, etc. Donc, et à la fois, il crée aussi des trends et il influence les autres, évidemment. Mais c'est très curieux de voir à quel point la plupart de ses œuvres, surtout au début, s'inscrivent dans une visée marquée par le marché, comme ce sera le cas pour le cinéma de Hitchcock, etc. Il emprunte à Aristote et Horace la notion de décorum. À quelques exceptions près, il se concentre sur les personnages de haute naissance et les affaires nationales comme sujet de la tragédie. Dans la plupart des autres aspects, cependant, les premières tragédies sont beaucoup plus proches de l'esprit et du style des morality plays. Elles sont épisodiques, remplies de personnages et d'incidents. Elles sont vaguement unifiées par un thème ou un personnage. À cet égard, elles reflètent clairement l'influence de Marlowe, en particulier de Tamburlaine. Cependant, même dans ses premières œuvres, Shakespeare recourt moins souvent à la rhétorique grandiloquente et son attitude envers ses héros est plus nuancée et parfois plus sceptique que celle de Marlowe. Et donc, c'est très intéressant, si vous vous intéressez par exemple à la comparaison, de regarder Kidd, une pièce de Thomas Kidd, une pièce de Marlowe et une pièce de Shakespeare. Il y a vraiment une évolution en quelques années absolument incroyable. Évidemment, ce sont des auteurs distincts et il ne faut pas oublier non plus complètement l'auteur, malgré la mort de l'auteur de Barthes. Il y a un rôle de l'auteur et de la cohérence de ce que l'auteur propose, mais il y a aussi tout ce qui relie un texte aux autres textes, donc l'intertextualité, les rapports de genre, la façon dont on construit une pièce, la façon dont on construit les scènes, les personnages, les situations, etc., etc. Et là, c'est très intéressant de voir comment vraiment le théâtre moderne prend naissance à partir donc des formules un peu rustres initiales. Donc, encore chez Marlowe, il y a un côté très grandiloquent hérité de Sénèque, qui était vraiment un théâtre de la déclamation, encore une fois, et comment chez Shakespeare, il y a vraiment beaucoup plus de vivacité des dialogues et les moments tragiques sont vraiment encadrés par quantité d'autres tons. Et c'est ça la modernité radicale qui fait que Shakespeare continue à être partout représenté, célébré encore de nos jours. Dans le domaine de la comédie, Shakespeare s'éloigne encore plus des modèles classiques.
La comédie des erreurs, The Comedy of Errors, une adaptation de Ménaechmi de Plot, suit de près le modèle de la comédie nouvelle, c'est le terme latin, donc ce qu'on appelait la comédie nouvelle de Plot, justement, mais de Terence. Les autres comédies élisabéthaines de Shakespeare sont plus romantiques. Comme Lily, il fait souvent de l'intrigue romantique, un élément secondaire dans la comédie nouvelle latine, l'élément principal de l'intrigue. Même cette intrigue romantique reçoit parfois moins d'attention que les dialogues pleins d'esprit, les tromperies et les plaisanteries. Et d'ailleurs, Shakespeare va souvent jusqu'à la farce la plus burlesque, obscène, slapstick, etc. La réforme des mœurs qu'Horace considérait comme la principale fonction de la comédie survit dans des épisodes tels que le canular de Malvolio. Donc, il y a encore un dialogue chez Shakespeare avec l'Antiquité, mais à partir d'une fraîcheur totalement nouvelle. Et c'est d'ailleurs ce qui en fait un grand contemporain de Montaigne. On sait que Shakespeare a lu Montaigne puisqu'il y a des citations de Montaigne dans le théâtre de Shakespeare, et on peut comprendre comment il a pu se reconnaître dans le rapport qu'entretient Montaigne, qui n'est plus du tout d'imitation servile avec les anciens, mais de presque incorporation, assimilation, réinvention. Donc, le songe d'une nuit d'été est représenté pour la première fois vers 1595. Pièce fut écrite à l'occasion d'un mariage aristocratique. Donc, on retrouve à nouveau ces célébrations, ces fêtes qu'on a vues dans l'art et dans la littérature, d'où son aspect d'épithalame, donc pièce lyrique composée à l'occasion d'un mariage. Bien que nous rencontrions le songe en tant que texte, dit David Wiles, il faisait historiquement partie d'un carnaval aristocratique. La pièce a été écrite pour un mariage et fait partie de la structure festive de la nuit de noces. Les spectateurs qui ont vu la pièce au théâtre public dans les mois qui ont suivi ont participé par procuration à une fête aristocratique dont ils étaient physiquement exclus. De fait, la pièce se déroule entièrement dans l'intervalle qui sépare l'annonce du mariage de Thésée, duc d'Athènes, et d'Hippolyte, reine des Amazones, et le début effectif des festivités, avec en particulier la représentation d'une pièce de théâtre par des artisans en l'honneur de leur duc, à l'acte 5. Donc, un des registres qui deviendra très important par la suite, le théâtre dans le théâtre, et que Shakespeare affectionnait, donc pensez à Hamlet par exemple. Et le côté donc méta-réflexif de cette renaissance qui commence à se regarder dans le miroir, un peu d'ailleurs comme dans le Quichotte. En cela, elle représente une sorte de synthèse du rêve et du mythe de la Renaissance aristocratique, sans cesse subvertie par le carnavalesque populaire. Et c'est ça aussi l'intérêt de la pièce du théâtre de Shakespeare et de la pièce de Midsummer's Night Dream. À la cour d'Athènes, qui s'apprête à célébrer le mariage princier, deux jeunes gens, Hermia et Lysandre, en appellent à la clémence du duc. Égée, père d'Hermia, veut lui imposer Démétrius, lui-même aimé d'Héléna. Donc le typique quiproquo, la chaîne, la ronde, ce que Schnitzler appellera la ronde donc des désirs, où chacun désire quelqu'un qui ne le désire pas, qui désire un autre, etc. etc. Donc c'est un procédé aussi très ancien. Mais Thésée ordonne l'obéissance à la loi du père et à celle d'Athènes. Hermia et Lysandre n'ont d'autre recours que de s'enfuir dans la forêt dès la nuit venue, bientôt poursuivis par Démétrius, Héléna sur ses talons. Or, la forêt, lieu symbolique de la licence et du chaos, est en fait la résidence de tout un peuple de fées et de génies qui redouble la structure sociale de la cour. C'est aussi le lieu retiré qu'a choisi une troupe d'acteurs pour répéter une pièce de théâtre qui est une sorte de parodie de tragédie humaniste érudite, Pyrame et Thisbé, qu'ils devront jouer devant le duc. Au début de l'acte 2, Oberon et Titania, le roi et la reine des fées, se querellent pour la possession d'un petit page. Oberon décide de se venger de Titania en lui jouant un tour. Il ordonne à son génie Puck de verser un filtre d'amour sur les yeux de la reine pour qu'elle tombe amoureuse de la première créature qu'elle apercevra au réveil. Ce sera Bottom, le tisserand, l'un des comédiens amateurs, affublé par Puck d'une tête d'âne.
Obéron décide aussi d'intervenir en faveur des jeunes Athéniens qu'il a observés. Il charge Puck de verser le filtre d'amour sur les yeux de Démétrius pour qu'il aime à son tour Héléna. À la suite d'une confusion de Puck, qui prend Lysandre pour Démétrius, puis croit réparer son erreur, Héléna se voit courtisée à la fois par les deux jeunes Athéniens au grand dame Dermien. Donc vous voyez vraiment une logique presque mathématique à partir des égarements du cœur et du thème de l'amour aveugle. Donc, les personnages aiment qui ne les aiment pas. Puis là, avec les filtres magiques, on croit résoudre le problème en faisant que celui qui est aimé aime en retour, mais on se trompe et on redémarre encore, on complexifie encore la dynamique du désir dans l'œuvre. À la fin de l'acte 3, la confusion est à son comble. La reine des fées aime un monstre, donc Bottom avec sa tête de d'âne. Les amants sont prêts à s'entretuer. Mais Obéron veille. Il ordonne que tous soient endormis, plaçant les Athéniens de telle sorte qu'en se réveillant, la première personne qu'ils aperçoivent soit la bonne. Il réveille alors Titania pour rire avec elle de ses errements sous l'effet de la magie. Quant aux amants endormis, ce sont Thésée et Hippolyte, partis chasser, qui les découvrent au petit matin. Les jeunes gens qui pensent avoir fait un rêve obtiennent la clémence du duc, tandis que Bottom, qui a repris sa forme humaine, retrouve ses amis. L'acte 5 est consacré à la représentation par les artisans de leurs pièces en l'honneur du triple mariage en perspective que les fées viennent bénir lorsque tous ont quitté la scène. Ici, nous avons une célèbre illustration beaucoup plus tardive, en plein romantisme, de Titania et Bottom avec sa tête d'âne et les Puck qui virevoltent et les différentes fées dans la forêt, donc peint par un peintre très singulier, Fuseli, que vous connaissez peut-être à cause de son célèbre cauchemar qui a été repris 1000 fois. Le songe d'une nuit d'été est une pièce inclassable, nous dit Cotegnies, où le merveilleux le dispute au comique. C'est une méditation sur les pouvoirs du rêve et de l'imagination face à l'arbitraire de la loi, qui donne une forme dramatique à l'intuition de l'inconscient, bien avant Freud. Ainsi, la forêt permet aux jeunes gens d'échapper aux rigueurs de la loi familiale et civile et, lieu de tous les aveuglements, de donner libre cours aux passions les plus débridées. Ces expériences limites, bornées finalement par le retour à la vie réelle au réveil, semblent permettre la libération de leurs pulsions, notamment du côté du bestialisme. Rendus à la cour d'Athènes, les jeunes amants paraissent avoir effectué les ajustements nécessaires à la vie sociale, ne gardant de leurs excès nocturnes qu'un souvenir lointain. Mais il s'agit surtout d'une réflexion sur le théâtre. Par la pièce des sympathiques artisans, scène de théâtre dans le théâtre qui reprend sur le mode burlesque le thème de l'amour contrarié, Shakespeare se moque d'une conception naïve de l'art théâtral excessivement réaliste. Ainsi, les artisans s'acharnent, par exemple, à détruire toute illusion dramatique pour éviter que leur public ne soit terrorisé par leur folion, un artisan revêtu d'une peau de bête. Ce théâtre burlesque, parmi les scènes les plus drôles de toute l'œuvre de Shakespeare, renforce par contraste l'illusion de réalité qui permet au reste de la pièce d'emporter l'adhésion. Shakespeare s'y montre au sommet et en fait, par exemple, en jouant sur ce faux lion, c'est une manière de mettre en miroir le personnage très étrange de Bottom avec sa tête de âne, qui lui a été présenté comme un effet vraisemblable à l'intérieur de l'univers de la diégèse de la fiction. Donc on nous a demandé en tant que spectateur d'adhérer à la fiction de ce monstre composite. Et là, dans une autre pièce amatrice, c'est un peu aussi une réflexion de Shakespeare sur les autres troupes rivales, sur ses propres expériences initiales aussi sans doute. Shakespeare s'y montre donc au sommet de son art. Tout est représentable, semble-t-il nous dire, y compris le magique et le surnaturel par le simple jeu sur l'imaginaire du spectateur. C'est ainsi que le déclare Thésée dans sa fameuse tirade à l'acte 5 qui célèbre les pouvoirs de l'imagination. Le poète, comme l'amant ou le fou, a des pouvoirs visionnaires qui lui permettent de courir du ciel à la terre et de la terre au ciel et par la force d'évocation de faire exister une chose absente.
Comme l'imagination prête un corps aux choses inconnues, la plume du poète leur donne une figure et assigne à ces bulles d'air un lieu dans l'espace et un nom. C'est très intéressant parce que c'est exactement la poétique, comme on le verra, de Ronsard et de la Pléiade qui affirme ce côté visionnaire du poète. Donc, on sent qu'il y a vraiment une circulation des modèles humanistes un peu partout dans l'Europe, mais avec des variations très, très différentes. Et la liberté de ton du Songe d'une nuit d'été est tout à fait spécifique au théâtre élisabétain. Quelque chose d'un peu similaire se retrouvera en France avec l'illusion comique de Corneille, euh, mais, euh, mais vraiment d'une manière très, très différente dans la performance et dans la mise en scène. Dans son grand classique, Shakespeare, notre contemporain de 64, Young Cott interprète la pièce à la lumière d'une certaine révolution sexuelle des années 60, considérant que les thèmes principaux de la pièce sont la violence et la sexualité animale non réprimée. Lysandre et Démétrius sont tous deux des amants verbalement brutaux, leurs intérêts amoureux sont échangeables et objectivés. Mais au-delà de cette vision de la virilité des prédatrices, toute l'action de cette nuit chaude, tout ce qui s'est passé lors de cette soirée arrosée, est basé sur l'échange total des partenaires amoureux. Comme dans certaines pièces de Jean Genet, il n'y a pas de personnage univoque, il n'y a que des situations, tout est devenu ambivalent. Le changeling qu'Oberon désire est promis à être son nouveau jouet sexuel. Donc l'ambivalence se double du côté queer en réalité, qui va être souligné par la suite. Quant à Titania, elle entre pleinement dans la sphère obscure du sexe où il n'y a plus de beauté ni de laideur, mais seulement de l'engouement et de la libération. Donc son rapport avec ce monstre à tête d'Anne. Anne qui d'ailleurs était traditionnellement associée dans le folklore à l'hypervirilité. Les aristocrates de la pièce, qu'ils soient mortels ou immortels, sont des libertins. Quant aux amants athéniens, après leur nuit dans la forêt, ils ont honte d'en parler car cette nuit les a libérés d'eux-mêmes et des normes sociales et leur a permis de révéler leur véritable moi. Dans le sillage de Cotte, la critique plus contemporaine s'est intéressée à la logique des genres sexuels déployée et déconstruite par la pièce. La conclusion festive du Songe d'une nuit d'été dépend de la réussite d'un processus par lequel la fierté et le pouvoir féminin, qui se manifestent dans les guerrières amazones, les mères possessives, les épouses indisciplinées et les filles obstinées chez Shakespeare, sont amenés sous le contrôle des seigneurs et des maris, écrit Louis Montrose dans The Imperial Votaress. Toutefois, dans Preposterous Pleasures, Queer Theories and A Midsummer's Night Dream, Douglas Green explore les interprétations possibles de la sexualité alternative qui traverse la pièce. Son essai ne cherche pas à réécrire la pièce comme une pièce gay, mais explore plutôt certaines de ses significations homoérotiques, les moments de perturbation et d'éruption queer dans cette comédie shakespearienne. Bien qu'il ne considère pas que Shakespeare comme un radical sexuel, plusieurs lectures critiques ayant fait de la probable bisexualité de l'auteur une sorte de militantisme anachronique, la pièce représente un monde sans dessus-dessous ou de vacances temporaires de la morale sexuelle hégémonique. Ce monde à l'envers, et ça c'est important, c'est de ne pas lire exactement sous l'œil du contemporain, mais en même temps, c'est grâce à la théorie queer qu'on peut réinterpréter certaines de ces scènes, les relire euh, sous une lumière nouvelle. Donc les catégories sexuelles de l'époque n'étaient pas les mêmes, notamment le terme homosexuel, comme l'a étudié notamment Foucault dans son Histoire de la sexualité, est un terme beaucoup plus tardif avec tout ce que ça implique comme identité sexuelle, identification médicale, surtout au début, répressive, etc. Donc à l'époque de Shakespeare, on est encore dans ce que beaucoup d'historiens appellent before donc sexuality, avant la théorisation médicale de la sexualité et des codes donc de l'hétérosexualité, de l'homosexualité tels que vont le définir ces disciplines du 19e. Donc, on est dans quelque chose de beaucoup plus fluide et donc
Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut tenir compte par rapport au danger de l'anachronisme, de projeter des catégories ultérieures sur cette époque. Ce monde à l'envers sert de médiateur ou de négociateur pour adresser les malaises de la civilisation, reprenant la célèbre formule de Freud, qui ne peuvent à l'époque qu'être résolus dans la conclusion de l'histoire par le retour à l'hétéronormativité. Green écrit que les éléments sodomitiques, puisque c'était le terme qui était utilisé à l'époque, était le terme très imprécis de sodomie, puisque ça concernait tout ce qui était contre nature et pas spécifiquement des amours euh, homoérotiques. Donc, les éléments sodomitiques, l'homoérotisme, renforcé par le fait que tous les acteurs sur la scène élisabéthaine devaient être joués par les hommes, donc c'était une sorte de spectacle de drag avant la lettre. Et il y a d'ailleurs des historiens du drag qui font remonter le drag au théâtre élisabétain. Et donc, il y avait toujours une ambivalence dans la performance, puisque toutes les scènes, même Roméo et Juliette, Juliette, c'est joué par un homme. Donc, ça, c'était quelque chose qui, même si sur le niveau de l'écriture de la pièce, on était dans l'hétéronormativité, dans les faits de la performance, on était dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc, le lesbianisme et même l'hétérosexualité obligatoire, dont le premier indice pourrait être l'obsession d'Oberon pour le changeling de Titania, doivent être considérés dans le contexte de la culture de l'Angleterre au début des temps modernes comme un commentaire sur les rigidités esthétiques de la forme comique et les idéologies politiques de l'ordre dominant. Au-delà de ces multiples aspects qui continuent à faire de Shakespeare notre contemporain, si ce n'est, donc selon le titre provocateur de Harold Bloom, l'inventeur de l'humain, l'on peut voir dans cette œuvre singulière, comme dans la totalité de l'œuvre du barde, le passage de la Renaissance inquiète vers les labyrinthes de l'âge baroque. Et on est vraiment, avec Shakespeare, on est tout à fait dans comme Cervantes, comme Lope de Vega aussi, on est dans ce tournant. La comédie espagnole. En Espagne, on remarque une évolution à la fois similaire et distincte. Le théâtre médiéval était soit cantonné au drame liturgique, autos sacramentales, soit au théâtre populaire ambulant, comme on a déjà évoqué pour le reste de l'Europe. Avant les années 1560, il n'existait pas en Espagne de concept de bâtiment dédié aux représentations théâtrales. Les représentations étaient données dans des églises et sur les places et les rues des villes, dans des salles ou des cours de maisons privées, dans certaines auberges, des cours d'hôpitaux ou dans certains entrepôts. Les libertés et les excès du théâtre de rue avec ses farces et ses entremeses, intégrant une variété de danses, on peut citer le turdión, le polvillo, la zarabanda, la pavana, la chacona, la gambeta, la capona ou le zapateado, donc vraiment une influence importante de la danse qui était particulièrement conspuée par l'Église depuis l'Antiquité. Qui faisait partie intégrante des spectacles. Et ça va rester quelque chose de très présent dans la comédie espagnole, provoquer ici comme ailleurs la colère des ecclésiastiques. Mais l'Église catholique envisage, qui est très hégémonique en Espagne, envisage la possibilité d'utiliser le phénomène théâtral pour renforcer ses influences et ses enseignements, ainsi que pour encadrer et canaliser les spectacles populaires. Et c'est ce qui a aussi caractérisé la religiosité populaire espagnole, c'est que l'Église a joué un rôle très important, mais au prix de se populariser, c'est-à-dire au prix de accepter des expressions populaires de piété beaucoup plus qu'ailleurs en Europe. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, si vous allez en Espagne à Pâques, il faut absolument que vous alliez voir les processions de Pâques, parce que c'est un mélange de spectacles liturgiques comme il n'y en a presque plus en Europe, mais en même temps, parce que c'est mélangé, notamment c'est en Andalousie que c'est encore très très populaire, et c'est mélangé justement avec les chants qui ont donné un peu naissance au flamenco, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier qui se traduit aussi sur scène. Avec le soutien de la monarchie s'établit alors un moyen de contrôle particulier avec la collaboration d'une nouvelle corporation, les cofradías, qui à l'origine sont d'origine religieuse, ironiquement. La création des corrales sera une conséquence, du moins dans leur aspect administratif,
de l'autorisation décrétée par Philippe II en 1565 d'établir des confréries permanentes à Madrid avec des bâtiments pour la représentation de comédie. Comédie au sens large. Mais on verra qu'il y a peu de tragédie pure en Espagne. C'est surtout la tragicomédie qui va être caractéristique du théâtre espagnol. Les deux premières confréries, donc celle de la Passion et celle de la Solitude, auront chacune 3 corrales. Les corrales de comedias, nous allons le voir aussi tantôt, c'est le bâtiment où se jouent ces pièces. Donc, ils auront chacun 3 corrales, dont 2 qui deviendront particulièrement célèbres, le Corral del Príncipe, 1583, et le Corral de la Cruz, en 84. Donc là aussi, rivalité qui est à la fois commerciale et esthétique entre ces deux instances. Signe des tensions qui entourent ces spectacles nouveaux, en 98, Philippe II, un an avant sa mort, ordonne au Conseil de Castille de publier une ordonnance interdisant les comédies pour toujours, non seulement dans les corrales, mais aussi donc les rues et les places, mais aussi, plus encore, dans les églises et les couvents. Or, 2 ans après, son successeur, Philippe III, rouvre les corrales, mais avec des importantes restrictions et interdictions. Outre le maintien de l'interdiction des représentations pendant le carême et Pâques et la limitation de certaines danses dans les corrales, les femmes n'avaient plus le droit de jouer. Les répétitions devaient se tenir à huis clos et les hommes et les femmes devaient être séparés du public dans les bancs, comme à l'église, pour éviter, disait-on, donc, les affaires licencieuses. Donc, les églises étaient des lieux, ironiquement, de drague à l'époque du siècle d'or espagnol, et les théâtres encore plus. Donc, il y avait la volonté de séparer les publics. Alors, ça ne va pas être donc ça ne va pas être par la suite respecté, mais c'est intéressant de voir qu'il y avait des tensions quand même autour du théâtre nouveau qui était en train de devenir trop populaire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois trop de popularité et à la fois très populiste, si l'on veut, et très ancré dans la culture populaire. Un véritable boom se produit alors, équivalent à celui du théâtre élisabétain, avec 2 générations d'auteurs qui, comme les University Wits, fusionnent leur éducation humaniste avec une culture populaire dont ils deviennent les vedettes. Lope de Vega, phénix des esprits, monstre de la nature, comme on l'appelait, de par l'incroyable variété et étendue de son œuvre, mais aussi Calderón de la Barca, Hurtado de Mendoza, Agustín Moreto, Pérez de Montalbán, Francisco de Quevedo, Rojas Zorrilla, Ruiz de Alarcón, Tirso de Molina, l'auteur du premier Don Juan, ou Luis Vélez de Guevara. Vers 1615, le roi ordonne au conseil municipal de prendre en charge les corrales, de leur attribuer une subvention fixe et de les louer aux enchères publiques. Et là, il y a vraiment un passage vers une commercialisation beaucoup plus séculaire et des troupes professionnelles qui se forment, etc., comme en Angleterre. Alors ici, vous avez le Corral de Almagro, et un peu comme la particularité du Corral de Almagro, c'est que vous pouvez le visiter, vous pouvez aller voir le théâtre, et là, on est dans le vrai lieu. Il n'y a pas eu, ça n'a pas été reconstruit comme le globe, ça a été redécouvert en 1953. En fait, c'est quelqu'un qui avait une auberge, qui a trouvé des restes, en faisant des travaux dans son auberge, il a trouvé des restes de décoration qui étaient anciens, et un spécialiste du théâtre est venu voir et il s'est dit, ça devait être un théâtre. Et alors, ils ont fait des immenses fouilles et ils ont retrouvé pratiquement intact le choral original de 1628, avec évidemment un peu les rénovations nécessaires. Non mais c'est encore aujourd'hui le lieu où il y a un des plus importants festivals de théâtre espagnol, donc le Festival d'Almagro en été. Si vous aimez le théâtre, c'est un des endroits où aller. Alors ici, il y a une reconstitution un peu de ce que ça devait être, le théâtre de l'époque. Alors, ce n'est pas le Corral d'Almagro qui est représenté comme tel, mais vous avez qui, contrairement… Alors, c'est curieux parce qu'en Angleterre, où il pleut, il n'avait pas de toile. En Espagne, où il fait soleil, il faut
se garder du soleil plutôt. Du coup, il y a l'étoile par-dessus. Mais ici, vous avez un autre modèle donc, qui est carrément installé au milieu des, des maisons et les gens pouvaient le voir de leurs fenêtres, etc. Donc ça, c'est aussi un autre modèle. Les corrales permettent ainsi le déploiement d'une forme d'art accessible à tous les participants dans l'Espagne de la Renaissance, étant à la fois sponsorisée par les élites et très fréquentée par les classes inférieures. Comme écrit Rodríguez Quadros, un théâtre produit sous la conscience d'une réception multiple dans un espace diversifié. Et c'est là encore quelque chose de très important. Une réception sinon interclassiste, du moins suffisamment massive pour nécessiter une régulation administrative efficace par le pouvoir civil qui n'était pas seulement censeur, mais aussi promoteur de la conversion du théâtre en une industrie culturelle moderne. Ce qui évidemment rend aussi nécessaire de discriminer l'ambiguïté des messages de ce théâtre qui devient hétérogène au sens scénique, c'est-à-dire capable de traiter les contenus de façon à ce qu'ils arrivent de différents codes à des spectateurs qui sont exemplairement éduqués dans leurs conventions. C'est-à-dire que le dramaturge espagnol, comme le dramaturge anglais de l'époque, il sait qu'il s'adresse à des publics divers, comme le cinéma hollywoodien. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des références extrêmement savantes à la tradition humaniste, mais il y a aussi quantité d'éléments qui doivent plaire au public le plus populaire. Donc, il faut toujours alterner, c'est ce que fera Lope de Vega, c'est ce que fera Shakespeare, etc. Il faut tout le temps alterner varier les plaisirs, alterner les sources et les motifs et intégrer vraiment des cultures très disparates, très variées. Et donc, ça crée vraiment quelque chose de très différent de ce qu'avaient essayé les Italiens et les premiers Français, par exemple, du théâtre humaniste, et les premiers qui avaient essayé d'imiter aussi, hein, en Angleterre et en Espagne, il y avait eu la même chose au niveau des élites. Il y avait eu une première volonté d'imitation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le théâtre d'imitation de la Renaissance, il a un intérêt, somme toute, très limité, réduit aux spécialistes qui travaillent dessus, mais que le théâtre qui est né à partir de ça, avec le transfert des jeunes étudiants humanistes vers un théâtre populaire, ça a créé le théâtre moderne. Et donc ça, c'est vraiment le legs le plus important de la Renaissance pour notre monde encore contemporain. C'est encore des pièces qui sont jouées autant partout dans le monde. Donc, le théâtre espagnol a considéré les genres dramatiques, c'est pourquoi il a su briser leurs règles, non pas comme des formulations idéologiques, mais comme des laboratoires d'expérimentation artistique de mondes possibles ou contingents, qui peut révéler sur scène l'écart entre la rhétorique du pouvoir et les actions des figures de ce pouvoir. Donc, un côté contestataire ou subversif qui peut s'intégrer dans un spectacle, par ailleurs très contrôlé par les pouvoirs autant civils ecclésiastique. Le dialogue entre culture populaire et culture savante est ainsi profondément ancré dans un type nouveau de spectacle, dégagé comme en Angleterre des carcans de la tradition classique, mais nourri de son apport. Le volume et la variété des pièces espagnoles pendant le siècle d'or, on calcule entre 10 000 et 30 000 pièces représentées, restent sans précédent dans l'histoire du théâtre mondial, dépassant jusqu'à 4 fois la production dramatique pourtant colossale de la Renaissance anglaise, si l'on suit par exemple le catalogue établi par Mears des pièces imprimées en anglais. Le modèle s'étend par ailleurs à l'Amérique coloniale hispanique, où les premiers corrales précèdent même l'explosion de la métropole. C'est le cas ici du Teatro Gregorio de Gante à Tecali de Herrera, dans Puebla, au Mexique, qui est aussi, lui, comme celui de Almagro, il est encore en fonctionnement. Donc, si vous allez au Mexique, à Puebla, il faut aussi aller absolument visiter le Teatro Gregorio de Gante, qui est donc extrêmement ancien, 1540, donc presque un siècle avant celui de Almagro. La pièce à la mode se déroule en 3 étapes, nous dit Aubrun, ou journées, distantes chacun de plusieurs siècles ou bien d'un bref instant, selon le caprice de l'auteur. Donc, pas d'unité de lieu
pas d'unité de temps, pas d'unité d'action. Et ça, c'est vraiment la base, autant en Espagne qu'en Angleterre. On se libère des lois aristotéliciennes qui vont après revenir avec le classicisme et le théâtre classique français. Elle se passe en des lieux divers, représente deux intrigues au moins qui convergent au dénouement. Elle dure l'espace de 3000 vers, dont la métrique variable dépend de la nature du discours. Entre les actes, avant et après la pièce, la troupe joue des divertissements de tout ordre, prologue, saïnette et ballet, toujours la danse. Et tout cela lui prend environ 2 heures et demie. Au début, l'affaire représentée, qui est d'amour, d'histoire ou d'aventure, apparaît comme très difficile à régler. Les péripéties viennent ajouter encore aux obstacles et compliquent l'intrigue. Elle se termine toujours bien, se dénoue sur quelques mariages ou encore dans le sang des vilains, des égarés, des désespérés, en bref, des pécheurs. Mais dans la salle, ne sommes-nous pas tous amants et pécheurs? C'est donc de notre sort qu'il s'agit, et notre âme en suspens suit dans la frayeur, ressort aristotélicien, les tours et les détours de l'action jusqu'à la purgation de nos passions, jusqu'à la catharsis qui accompagne le rétablissement final de l'ordre divin et de l'ordre social. Il n'y a guère de tragédie sublime ou héroïque dans le théâtre espagnol, car la nature humaine est faible. Il n'y a pas non plus de vraie comédie, car l'homme est mené par des forces qui le dépassent. Tout est donc tragicomique sur la scène, à l'image de ce qui se passe dans la rue ou bien dans l'histoire, au sens majuscule. Le genre est mixte. Les trois ressorts des belles lettres y coexistent. À la crainte dramatique se mêle l'admiration, c'était le précepte d'Aristote pour la tragédie, que viennent susciter les descriptions et les méditations lyriques des personnages, mais aussi la pitié que provoquent les récits romanesques. De là l'importance de la musique, dont la forme privilégiée est la sérénade et le chœur, et l'abondance, parfois source de confusion, des épisodes et des péripéties, des incidents et des coups de théâtre. Pour servir à l'intelligence de l'imbroglio, le gracioso, une sorte de bouffon, traduit en un langage à la portée du vulgaire les nobles principes des galants, les galanes, ses maîtres. Dans les apartés au public, il explique la situation et aussi il se fait le truchement de l'auteur lorsque celui-ci veut dire son fait aux uns ou aux autres, profitant de la totale liberté d'expression dont jouissent traditionnellement les irresponsables bouffons, ce qu'on retrouve aussi chez Shakespeare et les Élisabéthins. Bref, sans raison mais non sans rime, le gracioso insère l'intrigue, pour fantastique qu'elle soit, dans la vie quotidienne du Madrilène entre 1600 et 1650. C'est du reste toute l'idéologie espagnole contemporaine qui forme l'armature de la comédia, continue Aubin. La foi est présente dans les comédies hagiographiques, donc consacrées au saint, ou bibliques. Théologie et casuistique fournissent le thème de nombreuses pièces. Les conventions morales du temps, au premier titre desquelles l'honneur, qui est vraiment un thème obsessionnel dans le théâtre espagnol, se voit exalté, non certes comme des vertus chrétiennes, mais parce qu'elles garantissent la stabilité de l'ordre social ou freinent le relâchement des mœurs. Il y a un côté aussi extrêmement patriarcal, très méditerranéen dans ces pièces-là, mais en même temps, il y a, comme toujours, l'aspect aussi de problématisation du pouvoir, du patriarcat, etc. L'autorité du souverain, arbitre et marieur par définition, est un principe absolu auquel on soumet humblement les douteuses querelles qui divisent les hommes. Donc un théâtre très marqué par la figure du roi, mais là encore avec des tensions, des problématisations. Et dans cette société idéale, voulue à tout jamais par Dieu, ébranlée certes par instant, mais retrouvant toujours son équilibre, les trois ordres, noblesse, clergé et tiers-état, remplissent scrupuleusement leur devoir d'État. S'ils ne les négligent, s'ils y contreviennent, ils sont punis. Le grand dessein des dramaturges est donc de démontrer par des exemples probants et des illustrations ingénieuses que les dérèglements dus à la nature de l'homme ou des choses, tels l'amour, l'injure ou les catastrophes historiques, finissent providentiellement par se résorber dans l'ordre éternel grâce à Dieu, grâce aux sacrements, notamment le mariage, et par l'effet de la loi de la société, notamment la justice royale. On va voir l'exemple concret, ça va devenir plus concret avec Fuenteovejuna. Donc, en 1609, Lope de Vega publie le manifeste de ce nouveau théâtre, et c'est vraiment un texte très important dans l'histoire de la réflexion et de la théorie théâtrale, El arte nuevo de hacer comedias, l'art nouveau de faire des comédies, où il fait la nique, nous dit Aubrin, aux lettrés puristes qui ne jurent que par Aristote, Plaute et Sénèque, et où il expose avec une désinvolture malicieuse les dérèglements et les irrespects de la nouvelle comédie. Elle ne veut, dit-il, connaître d'autres maîtres et d'autres souverains précepteurs que le vulgaire public,
puisque c'est lui qui paye au guichet. Et ça, c'est vraiment un aspect essentiel et très important, c'est que autant en Angleterre qu'en Espagne, il y a vraiment une industrie culturelle du théâtre commercial qui s'est créée et qui a complètement chamboulé la logique de l'imitation des anciens que voulaient les humanistes, parce qu'il fallait avant tout plaire dans un contexte capitaliste à un public, à un marché. C'est exactement encore la situation dans laquelle se trouve Hollywood de nos jours, ou ce qu'il en reste. En dépit de son ton polémique et de son ironie, le traité est révélateur d'une double démarche, écrit Bernard Gilles. Le dramaturge y apparaît comme un artisan exerçant une activité de pane lucrando, donc de gagner son pain. Il s'agit de faire des comédies et plutôt que de les écrire, d'où le caractère pragmatique des indications sur les moyens de se gagner les faveurs du public. Mais ce texte va plus loin qu'un simple recueil de préceptes pratiques. Lope de Vega n'est pas seulement le brillant improvisateur qui en une journée écrit une pièce de 3000 vers, il aurait écrit 1500 pièces religieuses et profanes, au dire de l'auteur, dont malheureusement moins de 500 nous sont parvenus. Mais quand même, ça fait presque 500 œuvres, donc un nombre incomparable à n'importe quel dramaturge de son temps et même par la suite. Le travail énorme qu'il fournit crée des automatismes qu'on a pris trop souvent pour du naturel ou de la facilité. L'Arte Nuevo contient surtout une esthétique du théâtre où Lope, dénonçant certaines conventions aristotéliciennes, propose la troisième voie de la tragicomédie, mieux adaptée au public des corrales. Mais ce faisant, il instaure d'autres conventions, celle d'une nouvelle dramaturgie capable de répondre à l'attente d'une société dominée par l'idéal monarchique et aristocratique. La commedia lopesque remplit une fonction. Ces trois actes sont les étapes qui, du spectacle du désordre de la vie amoureuse, politique, sociale, conduisent au retour de l'ordre souhaitable. Ordre du mariage, de l'honneur recouvré, de la révolte justifiée par le roi. L'arte nuevo est en réalité un nouvel art d'escamoter les conflits et d'exorciser la violence. Dans la tragicomédie, le rire se mêle aux larmes, mais la catharsis se veut à la mesure d'une société en crise. Et c'est ce que nous allons voir pour finir avec Fuente Ovejuna. Comme Peribáñez est le commandeur d'Ocaña, ou le meilleur alcalde c'est le roi, deux pièces composées par le grand dramaturge, Fuente Ovejuna est un drame de commandeurs. Qui sont les commandeurs? Il s'agit d'un grade, d'un ordre militaire, ici l'ordre de Calatrava, à la tête d'une commanderie, qui selon le régime espagnol de l'encomienda, dont les origines remontent à la Reconquête, était un territoire qui avait été pris aux musulmans et confié à vie à ses conquérants. L'action se déroule justement à la fin de la Reconquête, à l'époque de la guerre de succession au trône de Castille entre Isabelle la catholique et Juana la Beltraneja, donc les deux aspirantes au trône de Castille qui va devenir, avec l'unification justement sous les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, ce qui va devenir l'Espagne telle qu'on la connaît. Le titre de la pièce est le nom d'une villa de la province de Cordoue, qui était la possession donc de l'ordre de Calatrava, qu'il avait conquise. Et ici, vous avez justement ce village, donc Fuente Ovejuna, où on joue encore régulièrement, je ne sais pas si tous les ans, mais où on joue la pièce Fuente Ovejuna. Et ici, c'est ce que vous avez la place principale donc, du village avec la représentation. Donc là encore, si vous visitez l'Espagne et que vous voulez voir à la suite de ce cours où était l'endroit original, vous pouvez le retrouver. Fernand Gómez de Guzmán, commandeur de l'ordre, s'y comporte en seigneur tyrannique, maltraitant ses vassaux, abusant sans scrupule des femmes. Comme il poursuit de ses assiduités Laurence, une paysanne, Frondoso, qui en est amoureux, s'interpose et menace son suzerain avec l'arbalète de celui-ci. Fernand Gómez doit courir au secours de Ciudad Real, assiégée par les soldats des rois catholiques, on est dans une guerre civile, qui remporteront la victoire. Le jour même du mariage de Frondoso et de Laurence, le commandeur survient et réussit à enlever Laurence. Frondoso est arrêté, tandis qu'Esteban, père de Laurence et maire du village, est frappé de coups de bâton. Laurence parvient à s'échapper sans que le tyran soit parvenu à ses fins.
À l'instigation véhémente de la jeune femme qui leur reproche leur couardise, les paysans réunis pour délibérer prennent courage et décident de mettre fin aux exactions du grand seigneur. Alors qu'il s'apprêtait à faire pendre Frondoso au créneau d'une muraille, le commandeur est mis à mort. Le grand maître de l'ordre demande justice. L'affaire est dénoncée à Ferdinand et Isabelle, les rois catholiques, qui envoient un juge instructeur pour punir le coupable de ce meurtre. Le village tout entier refuse d'indiquer le nom du chef de la rébellion. Le juge en rend compte au roi. Chaque fois que je leur demandais qui est le coupable, tous les témoins unanimes répondaient avec un cœur inébranlable « Fuenteovejuna ». J'en ai soumis plus de 300 à une torture rigoureuse et je vous jure qu'il m'a été impossible de leur tirer autre chose. Qui a tué le commandeur? Fuenteovejuna, Seigneur. Qui est Fuenteovejuna? Tout le peuple, comme un seul homme. J'ai soumis à la torture même les enfants de 10 ans et il n'a pas été possible de trouver ni par la flatterie ni par la tromperie qui l'a fait, donc l'assassinat du commandeur. Et comme il est si difficile de l'établir, soit vous devez tous les pardonner ou tuer la ville entière. Le maître de l'ordre, donc on est dans un moment de tragédie politique totale, et le maître de l'ordre va reconnaître les fautes du commandeur et se rallier au roi catholique. Le roi Ferdinand pardonne au meurtrier, décide de prendre directement la ville sous sa protection. Le drame se fonde sur un fait réel qui eut lieu en avril 1476, donc un siècle avant, presque un siècle et demi. Lope s'inspire principalement de la Crónica de las Tres Órdenes, et je cite un autre témoin, enfin un autre historien de l'époque, Covarrubias. Les habitants de Fuenteovejuna, une nuit du mois d'avril de l'année 1476, entreprirent de tuer Hernán Pérez de Guzmán, commandant majeur de Calatrava, pour les nombreux torts qu'ils prétendaient qu'il leur avait causés. Donc l'historien est déjà un peu plus sceptique, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et entrant dans sa propre maison, ils l'ont tué à coups de pierre, et bien que des juges aient été envoyés pour enquêter sur l'affaire, qui ont tourmenté beaucoup d'entre eux, hommes et femmes, ils n'ont pas pu en tirer d'autres paroles que celle-ci, Fuenteovejuna l'a fait. Le courage sous la torture et le refus unanime de tout un village de livrer le nom des coupables devinrent célèbres. On en fit un dicton, c'est Fuenteovejuna qui l'a fait, cité quand on ne peut identifier l'auteur d'un acte collectif. L'exploit s'incorpora ainsi au folklore. Et vous avez ici donc deux illustrations, une illustration de la scène originale et le passage dans la représentation de la pièce. Donc c'est vraiment une sorte de citation célèbre dans l'histoire du théâtre espagnol, mais aussi européen. L'action dramatique entrelace habilement deux séries d'événements, les exactions et les abus du commandeur d'une part, et les péripéties politiques de la rivalité entre l'ordre de Calatrava et les rois catholiques d'autre part, nous dit Cécé. L'action guerrière et politique en toile de fond n'en exerce pas moins son influence sur les tonalités et les significations d'un drame où destin collectif et destinée individuelle prennent autant de relief les uns que les autres. Dans l'opposition entre le pouvoir royal et celui des seigneurs féodaux, Fuenteovejuna exalte sans ambiguïté l'idéal monarchiste. La pièce symbolise ainsi, selon Menéndez Pelayo, l'alliance entre la monarchie et le peuple dans sa volonté d'abolir les privilèges et les rangs d'une noblesse frondeuse, union que Lope, son poète et interprète, considérait comme indéfectible. Historiquement, l'argument de la pièce s'inscrit dans des polémiques du temps, suivant la thèse déjà exposée en 1599 par Juan de Mariana dans son grand traité politique De Rege et Regis Institutione, donc du roi et de l'institution des rois, écrit à l'intention du jeune roi, prince, à l'époque Philippe III, qui défend la dignité humaine face à un pouvoir injuste, affirmant qu'un tyran, en fait, en tant qu'ennemi public, peut être dépouillé de son pouvoir et même de sa vie, ce qui causa un immense scandale dans l'Europe monarchique du temps, la justification du tyrannicide. Et ça va être tout un débat. Nous avons déjà vu, rappelez-vous, donc le traité de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, l'ami de Montaigne. Et vous voyez comment tout ça communique un peu les réflexions sur la politique. Qu'est-ce qu'un tyran? Qu'est-ce qu'un roi légitime? A-t-on le droit de se défendre contre un tyran, etc. Donc, Fuenteovejuna s'inscrit dans ce débat de l'époque et le sens originaire, c'est celui de ce débat-là. Mais par la suite, l'œuvre a eu une telle importance que ça a pris d'autres significations. La violence révolutionnaire, la dimension subversive ou les aspirations démocratiques
qui se manifestent tout au long de l'action ont été mises en valeur depuis le 19e siècle et ont contribué au succès de cette comédie. La représentation à Moscou en 1876 provoque une violente réaction de la police qui y voit, je cite, un appel direct à la révolution. Et significativement, la pièce va être reprise après la révolution de 17 par Konstantin Martzalnov, donc collaborateur de Stanislavski, le célèbre auteur de la méthode stanislavskienne dont va se nourrir Hollywood, à Kiev. Plavskin décrit l'événement qui a lieu en 1919 comme suit. Et la signification sociale du drame de Lope a été mise en évidence avec une force nouvelle. Sa signification héroïque révolutionnaire a été soulignée, sans entrer dans les détails. C'est cette représentation qui a donné la ligne directrice par la suite pour modifier la fin de la pièce, en supprimant le rôle des rois et donc en faisant de la pièce le triomphe du peuple contre un ordre injuste et sans que les rois apparaissent à la fin. Ligne directrice qui va être adoptée dans les représentations suivantes. De 1920 à 1938, Fuenteovejuna apparaîtra sans interruption au moins une fois par an et souvent plus à l'affiche d'un théâtre d'Union soviétique. La pièce deviendra une arme de propagande du nouveau régime. C'est ainsi que dans l'évolution historique de l'interprétation de la pièce, celle-ci est devenue une arme de propagande pour le nouveau régime. Fuenteovejuna de Lev Litvinov en 1927 à Minsk est produite avec des décors entièrement faits d'osier, tressés par le peintre d'avant-garde Alexander Tischler et une dynamique de mouvement choral. Ici, vous avez une photo de cette représentation, donc absolument d'avant-garde, proche des expérimentations du constructivisme russe de l'époque. Donc, ces représentations soviétiques vont vraiment infléchir le sens de la représentation. Cette récupération par le régime communiste entraînera une série de réactions d'admiration ou d'indignation qui vont continuer dans tous les débats par la suite et ça va faire partie vraiment de la réception de Fuenteovejuna jusqu'à nos jours. Sa renommée en tant que drame sociopolitique sera encore renforcée par sa représentation par le groupe de théâtre populaire républicain du grand poète García Lorca, La Barraca, en Espagne dans les années 30. Significativement, Lorca supprime lui aussi la présence des rois à la fin, signant la victoire du peuple révolutionnaire au moment même où les miniers se soulevaient en Espagne dans les Asturies, donc en 1934. Silvio D'Amico suggère même que l'assassinat de Lorca par les fascistes aurait été le résultat de la réputation subversive de Lorca suite au succès de son Fuenteovejuna républicain et révolutionnaire. Et c'est écrit, si cette lecture de l'œuvre, donc la lecture soviétique, etc., révolutionnaire, est assurément anachronique, il n'en reste pas moins, notamment parce qu'elle mutile le texte de sa fin, de la fin que Lope de Vega voulait pour son texte, qui était fin de célébration de l'alliance du roi avec le peuple contre la noblesse, en tout cas contre la noblesse qui s'arroge des droits abusifs. Donc, si la lecture révolutionnaire est assurément anachronique, il n'en reste pas moins que la mise en scène et la célébration de la révolte d'une population opprimée par un pouvoir injuste contribuent à donner à ce drame sa personnalité, sa permanente actualité. Ici, vous avez une photo donc, de ce théâtre populaire créé par García Lorca, que vous voyez ici. Et donc, vous voyez tout ce côté très militant, typique des années des fronts populaires en Europe, les compagnons de route donc, de la révolution sociale et qui allaient un peu partout dans les peuples en Espagne en train de représenter des pièces, des fois tout à fait modernes ou des fois des pièces anciennes mais réinterprétées de manière moderne. Vous voyez ici le décor minimaliste, mais aussi totalement cubiste, donc l'utilisation de l'art d'avant-garde. Et vous reconnaissez aussi que finalement, l'Espagne des années 30 était encore très proche, malheureusement, de l'Espagne des années du siècle d'or. C'était un pays qui était resté, après, avec le déclin de l'Empire espagnol, un pays qui était resté extrêmement
sous-développés par rapport au restant des pays européens. La note constante, écrit Teresa Kirchner, autour de la réception de Fuenteovejuna a été la controverse, parce que les éléments éthiques et sociaux sont noués avec les éléments littéraires. Si nous trouvons les commentaires sur le conformisme de Fuenteovejuna aussi arbitraires que sa vision futuriste révolutionnaire, donc ceux qui disent que c'est la célébration du roi tout simplement, exagèrent aussi, ne voyant qu'un aspect, l'aspect final de la pièce, alors qu'il y a des tensions sociales et politiques à l'intérieur même de la pièce. Mais au contraire, ceux qui affirment son côté révolutionnaire, eux, ils suppriment la fin. Donc ça dépend de quel côté on se place. Nous devons accepter que ces commentaires surgissent en réaction à un potentiel existant dans la comédie, autant le côté révolutionnaire qu'autant le côté conservateur, auquel le critique, le metteur en scène ou le spectateur superpose sa propre idéologie ou expérience au moyen d'une série d'associations qui sont néanmoins pertinentes. Et Juan Manuel Rozas analyse de façon un peu plus structurale cette bivalence. Il dit: Fuenteovejuna apparaît comme un modèle pédagogique pour étudier la lecture historique et la lecture actualisée des œuvres théâtrales. C'est-à-dire la différence entre une lecture qui voudrait restituer le sens original, donc une lecture historique, qu'est-ce que ça voulait dire pour Lope et pour son public, et une lecture actualisée, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui lire Fuenteovejuna. Donc pour étudier la différence entre ces deux choses-là, c'est vraiment Fuenteovejuna un texte exemplaire. Avec la seconde action, donc la fin, c'est un type de texte et sans elle, c'est un autre. C'est-à-dire que si on conserve la fin originale, on est dans une lecture historique et on s'intéresse à pourquoi le roi apparaît comme la figure qui restitue l'ordre social. Et si on la supprime, on crée un autre texte. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure preuve que celle-ci de l'importance radicale de la deuxième action. Je ne pense pas non plus qu'il y ait une preuve plus palpable de l'universalité et de la valeur classique de Fuenteovejuna que de voir que dans sa structure même, son adaptation aux vicissitudes futures était déjà assurée. Lope écrit un drame sur la fin du Moyen Âge, il le fait avec une structure dramatique de son temps et il le laisse prêt pour la postérité par le biais de l'être ou du non-être de la seconde action, comme une définition de ce que devrait être un texte classique. Merci beaucoup et à la prochaine.